ne voulait pas, ça je l'ai dit. Je les ai reçus plus de 20 fois dans mon bureau. Lorsque cette histoire a été introduite, impossible de les convaincre. Ça a été dur. Ça a été très très dur pour les convaincre. Ils ne voulaient pas voir M. Talon. Alors, j'ai essayé de leur expliquer. Nous voulons trouver une solution. C'est au début ça. Une solution à la baisse drastique de nos recettes douanières. Mais elles aussi, ils avaient leur pratique. Il semble, les transporteurs nigériens qui sont venus me voir, que j'ai reçu plusieurs fois, disent, mais lorsque leurs conteneurs arrivent, ils les gardent. Ils ne signalent pas que les conteneurs sont arrivés. Les usagers, tous usagers confondus. Que les conteneurs sont arrivés, passer un délai, par exemple, un jour, c'est les surextradés qui courent. Et c'est lourd, Malik. C'est très lourd. Donc, ce facteur-là est un facteur déterminant. Sans compter naturellement les impairs au niveau des autres acteurs. Vous avez, par exemple, la famille des transitaires. Vous avez les transitaires agréés et vous avez les transitaires ambulants. Les transitaires ambulants, ils ont près de 3 000 pareils. Sur chaque dossier, vous avez un délai qu'il faut perdre. Il y a un délai du côté des manutentionnaires. Plus maintenant, je ne sais pas. La gestion, la gouvernance au sein des Bénin Contrôle même, la gouvernance au sein de la douane, tout ça l'a confondu. Mes chers amis, notre port a pris le coup. A pris le coup. Lorsque j'ai appelé, je ne sais pas, le douanier de Maersk, monsieur, merci beaucoup, et je lui ai dit, mais dis-moi, quelle est la situation de monsieur le président? De lui-même, si vous maintenez le PVI, le Bénin est mort. Je dis, ah. Le Togo nous a pris 46% de notre trafic. Le Nigeria nous a pris 60% de notre trafic. Le Ghana nous a pris 26% de notre trafic. J'ai dit, mais comment ça? Je n'ai jamais organisé autant de réunions avec tous les acteurs. Mais tout le monde était braqué. Chacun s'en tenait à ses intérêts personnels. Le dernier, donc je disais, le port est devenu isolé. C'est maintenant, aujourd'hui, j'ai demandé avant de venir à cette émission, on a 25 bateaux. Donc la situation commence pas à s'améliorer. En dépit des pratiques, pour me punir, qui consistent à refuser au monde, dans le monde, que les bateaux viennent dans mon pays. Mais je dis que les gens sont trop petits avec Yaïboni. Parce que je crois beaucoup à Dieu le Père. Je ne suis pas là de moi-même. C'est Dieu Tout-Puissant qui m'a mis là. Et tout ce qui sera fait contre le Bénin échouera toujours. Il n'y a rien à faire. Parce que le peuple béninois ne m'a rien fait de mauvais. Alors, donc aujourd'hui, on est autour du 25. Il y a des jours où on se retrouve avec 2 bateaux. 250 bateaux au Togo. Alors que c'était le contraire. Avant l'introduction de la réforme. Deuxième chose, quand nous prenons, il y a des statistiques ici, je vois que vous êtes en train de regarder votre montre, les ressources n'ont pas changé. Avant et après le PVI, Malik. Alors qu'on m'a dit que nous aurons 600 milliards en plus de ce que nous gagnons. C'est-à-dire que nous allons récupérer, arrêter les évasions douanières et fiscales. Le dispositif en place n'est pas arrivé. Malgré toute la confiance que donnent les douaniers? Quelle confiance? Les douaniers n'en voulaient pas. Et il y avait un problème aussi de cohabitation entre Bénin Contrôle et la douane. La douane estime que, écoutez, on l'a imposé, bon, très bien, il n'a qu'à s'en aller. Au point même de lui demander de faire des activités douanières. C'est là où j'estime que c'était suffisamment grave. Alors, le dernier point, je crois, il faut que je termine. Les ressources n'ont pas suivi. Mais alors, lorsque j'ai dit que lorsque quelqu'un vient, il supporte la hausse du contrôle des importations. Il supporte les frais de scanning. S'il vient avec 500 conteneurs, même si c'est un seul conteneur qui est scanné, il paye pour les 500. Supposons que comment dirais-je, le conteneur soit mis pour la consommation, c'est-à-dire destiné au Bénin. Mais tout ceci
y compris naturellement les surchals, les staries, les autres composants de la famille portuaire. Tout ceci fait que les lenteurs administratives, la bureaucratie, etc., les coûts qui viennent s'ajouter, tout ceci, ça a été répercuté sur les prix à la consommation. Et c'est là où tout à l'heure j'ai dit, lorsque je dis que le taux d'inflation est 2,8% affiché par le Fonds monétaire international, on va en faire le débat. Pour voir en réalité, comparer ça avec le quotidien des Béninois. Mais moi aussi, je suis allé au marché. J'ai dit bien, si un Béninois souffre, si vous avez la possibilité de rentrer et de voir comment se comporte mon cœur, malheureusement, je regrette parce que vous n'avez pas cette possibilité de vous en rendre compte. Donc finalement, les trois objectifs n'ont pas été atteints. Le poids isolé, les ressources n'ont pas suivi, les prix à la consommation. Au même moment, le partenaire, nous avons d'énormes difficultés. D'énormes difficultés, nous n'en parlerons. Le partenariat public-privé suppose un cadre juridique, fiscal, judiciaire, etc., approprié. Les obligations des uns, les devoirs des autres. Qu'il y ait un contact permanent pour faire le point, etc. Tout ceci n'a jamais existé avec Bénin Contrôle. Jamais. Mais le ministre invite M. Talon, il ne vient pas. Bon, à un moment donné, le premier choc que nous avons eu, parce que ça a des conséquences sur ce qui se passe sur le plan politique aujourd'hui. Et c'est très important que le peuple béninois le sache. Personne n'est dupe. Il a commencé, il a demandé à faire le contrôle des véhicules d'occasion. Il avait démarré. Il avait déjà installé. Je dois dire, avant que je ne signe le décret, le 22 mars 2011, il avait déjà passé commande du matériel. Je vous le jure. Et qu'il commencerait le 20 novembre. Donc, ça, j'ai dit, dans cette affaire-là, j'avais une confiance totale. Jusque-là encore. Mais ma confiance s'est émoussée lorsque nous avons eu les deux chocs, le choc du cotonnier et le choc portuaire. Et c'est là que j'ai dit, bon, finalement. Le mariage que j'avais souhaité, c'était pour enrichir, pour doper le Bénin, mon pays. Et éviter que les Béninois ne souffrent. C'était en fait ma vision. Qui, du point de vue opérateur économique, qui puisse vraiment aider à pousser ces réformes-là pour que le Bénin puisse s'enrichir. Et qui sache s'oublier lui-même un temps soit peu. Il m'a prouvé le contraire. Le débat, comment dirais-je, a été établi qu'il doit contrôler les véhicules d'occasion. J'ai dit non, ce n'est pas possible à un moment donné. Parce qu'avant les réformes, lorsque la douane faisait cette affaire, souvenez-vous, c'était défi emploi. C'était défi emploi. Défi emploi, lorsqu'on avait des problèmes, je dis, nos chers mamans, elles souffrent, comment nous allons faire? Nous avons mis fin à défi emploi. Et la douane a commencé. On prenait 50 000 francs par véhicule. Avant la réforme, j'ai dit bien. Bon. Est-ce que c'était transparent ou moins ça se faisait? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on prenait, comment dire, on avait des moyens qui permettaient à l'État, qui ont permis à l'État de lancer ces programmes sociaux de, comment dire, gratuité de la césarienne et de microcrédit aux plus pauvres. Donc, lorsque j'ai vu le barème, au dernier moment, lorsque j'ai vu, j'ai dit, mais où se trouvent les 50 000 qui appuient l'action de l'État au profit des femmes? Je vois qu'on lui a affecté ça, 47 000 francs. Je dis, ah, ça, ce n'est pas possible. Plus maintenant, un certain nombre de rubriques pour sécuriser le corridor. C'est vrai, il est venu nous demander qu'il veut sécuriser le corridor avec 500 militaires, etc. Quand vous regroupez tout ça là, il se retrouve avec 100 000 francs par véhicule. 28 000 véhicules par mois, multipliez ça par 12. Je dis, mais... Et qu'au même moment, je vois que l'État ne recevait plus rien. Mieux, l'État puisait dans sa trésorerie pour le payer au niveau du contrôle des importations. C'est l'État qui paye le contrôle des importations. C'est les usagers qui payent le scanning.
C'est les usagers qui payent le tracking. L'État souffre, mais lui, il reçoit les ressources. Ces ressources sont certaines et sûres. Alors, j'ai estimé que ce partenariat ne pouvait pas se poursuivre. Je l'ai invité. Monsieur Tao, ce n'est pas possible. Écoutez, il faut bien me regarder. Ce que je dois à ce peuple-là, ce que je lui dois, c'est la fidélité. Je ne peux pas continuer avec cette affaire-là. Lorsque vous avez signé le contrat, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Pourquoi vous n'êtes pas venu me montrer? Voici le barème que je veux proposer. Quel est votre avis, Monsieur le Président? Ce barème-là est léonin. Ce contrat est léonin pour le peuple béninois. Je ne peux pas accepter cela. Hein? Les véhicules d'occasion, vous ne pouvez plus gérer cela. Il dit non, ce n'est pas possible. Parce que dans le contrat, ils ont dit véhicules chargés plus véhicules libres. J'ai dit, ils n'ont pas dit véhicules d'occasion. C'est vrai, c'est passé au Conseil des ministres. Ça, je suis obligé de remettre ça en cause. C'est un contrat administratif. L'État a voulu faire, disons, a décidé de confier, comment dirais-je, un service à un opérateur qui doit fournir la prestation de service à un moment donné. Mais lorsqu'à un moment donné, l'État a des problèmes, a des difficultés, il peut dire non, j'ai des difficultés, laisse tomber, je te retire cette mission que je t'ai confiée. C'est un contrat administratif. Alors, et cela, il n'a pas voulu accepter. Donc j'ai dû le faire, je le reconnais. J'ai dû le faire, je l'ai retiré. Franchement. Et je suis prêt à recommencer s'il fallait le faire parce que si je n'avais pas fait ça, eh bien, c'est les ressources que nous avons gagnées ne nous auraient pas permis de respecter les critères, les prévisions du Fonds monétaire international. Parce que notre programme avait été programmé pour mars 2011. Ce qui a permis à notre programme de passer. Si je n'avais pas fait ça, notre programme serait rejeté. Et si le programme est rejeté, ça veut dire que quoi? Les ressources extérieures que j'attendais, près de 250 milliards, pour financer le budget, je ne peux pas les récupérer. 250 milliards. Je lui ai tout expliqué. Il n'a pas voulu. N'écoutez pas ce que les gens disaient. Ce n'est pas un problème d'écouter. Il faut sauver la patrie. Alors, si vous voulez, si vous tenez à le faire, faites-le gratuitement alors. Faites-le gratuitement. Il n'a pas réagi. Je vais à Paris, je reviens. Je vais à Paris, je reviens. Je viens pendant un mois. J'ai dit, il faut que je prenne mes responsabilités. Et c'est comme ça que j'ai décidé cela. Donc, en conclusion, je dis bien en conclusion, peut-être que vous n'avez pas, la crise cotonnière, la crise des subventions sur le coton, le programme de PVI, je viens de dire, où je constate que ce partenariat-là conduit le Bénin droit au mur. Sur cette base, je disais non, il fallait arrêter. Le dernier point qu'il a fait, où j'ai estimé que c'était plus grave, il prend une fourgonnette d'une banque de la place, je ne vais pas salir cette banque-là, il va dans, comment dirais-je, dans une caisse de la douane. Qu'est-ce qu'il a, combien il a donné à ce caissier? Il prend 2 milliards 700 millions. Cash en argent, en billets. Et il s'en va avec. 3 jours après, il écrit au ministre des Finances, copie au président de la République, pour dire que la douane lui a versé un trop perçu. Quelle relation il y a entre lui et la douane? La tête de la douane, c'est que l'argent quitte les caisses, vont directement dans les livres du trésor béninois, à la BCAO. L'IGE allait me voir ça. L'IGE est venu me voir et me dit non, c'est lui qui a organisé ça. Je dis, mais que ça c'est quoi tout ça? Mais il veut bousiller mon programme, mon bilan, ou qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai dit, bon, écoutez, cette affaire-là, très bien, il faut encore aller à la justice. Je suspends. Donc, les raisons sont là. Il y a cet acte qu'il a posé. La gestion, la gouvernance de la réforme, qui fait que l'État béninois ne trouve pas son compte. C'est un contrat administratif. L'autre élément
qui a vidé le contenu du marché, le code des marchés publics. Le code des marchés publics est là. Si vous voulez bien, je vais vous lire les choses. C'est une des lois de la République, n'est-ce pas? Le fait de balancer SGS, à qui on a notifié le marché. SGS lui dit, viens, on va signer la convention entre nous. Il laisse SGS, ici, il va préparer un contrat à lui-même, il va vers Bibac. Ça veut dire qu'on a fait du gré à gré. Dans l'esprit, pardon, prenez-moi ça, de notre code de marché, demain, je ne veux pas, je crois, c'est bien cela, comment dirais-je, hein, Malik, si vous lisez l'article 156, vous verrez cela. C'est du faux, usage de faux. Parce que SGS a notifié au ministre des Finances 3 fois. Attention, je ne suis plus. Il nous a balancé. On n'est plus partie prenante de ce marché. Qu'est-ce qui reste à moi? Qu'est-ce qui me reste? Je suis garant de la mise en œuvre du respect des lois de la République. Garant de la mise en œuvre des décisions de justice. Garant de l'ordre public. Garant de la prospérité des Béninois. J'ai dû prendre mes responsabilités en disant, bon, il faut arrêter cette affaire, que nous réfléchissions dans un premier temps et que nous allons voir. Nous avons commencé par quelques réflexions où la réforme que nous avons réussi le plus, c'était le guichet unique. Le guichet unique, les gens n'en voulaient pas non plus. C'était pareil. Depuis mon cher papa, le président Kérékou. Je me souviens, j'avais accompagné le président Tangia à l'époque. J'étais président de la BOAD. On était venu ici. Ils l'ont trompé. C'est vers les années 2002-2003. Même depuis le président Soglo, on voulait mettre le guichet unique. Ni les douaniers, ni les manutentionnés, aucun des acteurs de la famille professionnelle n'en voulait. Mais on a fini par mettre ça. Tout le monde est connecté aujourd'hui. Il y a quelques ajustements. Alors, donc finalement, moi je crois que dans cette affaire, nous avons réussi le guichet unique. Donc, ce guichet unique, pour l'avenir, nous permettra de voir ce que nous avons fait. Mais l'autre question, c'est qu'à un moment donné, on lui disait, venez, puisqu'on a des difficultés, rencontrer les ministres présidés par le Premier ministre. Le scanning dans le contrat, c'est vrai, le contrat, ce contrat-là, en réalité, n'est pas valable. Il n'est pas valable. Parce que le contrat que les gens ont examiné au Conseil des ministres, ce n'est pas celui qui a été signé. Cela veut dire qu'il y a eu un peu de complicité au haut niveau. À vous de tirer les conclusions. Oui, mais monsieur le président. À vous de tirer les conclusions. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes face à vos compatriotes. Avec toutes les explications que vous avez données, vous avez montré un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de choses. Premièrement, oui. Il n'y a pas eu de sanctions. Ensuite, l'administration n'a pas tiré sa part de responsabilité. Aujourd'hui, tel que c'est fait, tout le temps revient aux partenaires. Et donc, par rapport à cet état de choses, les Béninois veulent savoir, oui. Au regard de tout ce que vous avez décrit, oui. Lorsque vous avez pris connaissance de ces faits, oui. Quelle a été votre réaction? Ma réaction, c'est ce que je vous dis, j'ai suspendu. J'ai suspendu. Mais est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, au moment où les ministres signaient le contrat, est-ce qu'on lui a demandé, jusque-là, je suis en train de chercher, est-ce qu'on lui a demandé de présenter le pouvoir de SGS? C'est SGS qu'on a notifié le marché. Apparemment, j'ai dit bien apparemment, sur la base des informations qui nous sont parvenues, les ministres disent qu'ils ne sont pas informés qu'il avait laissé tomber SGS. Mais on pourrait leur retorquer que lorsqu'il venait contrôle, on aurait pu demander où se trouve SGS. Sauf qu'il y a même une autorisation du ministre des Finances, oui. Qui l'autorise à prendre un nouveau partenaire. Non. Dans cette lettre, Malik, c'est un dossier, tu ne peux pas dire que tu connais ce dossier mieux que moi. Pas du tout, monsieur le président. Tu es trop jeune. D'accord? Oui, monsieur le président. Cette lettre-là, en prenant cette lettre-là, il a bien dit, SGS continue d'être mon partenaire. Et c'est ça qui a amené l'IASU à dire, bon, puisque dans certains compartiments, je préfère céder tel compartiment à Bibac, avec l'accord des SGS, est-ce que je peux le faire? L'IASU dit, vous pouvez aller. Mais SGS, le moteur est toujours là.
Mais celle qui a reçu la lettre et qui n'a pas réagi, elle est partie. C'est cette sanction que j'ai prononcée dans un premier temps. Mais elle ne savait pas que c'est pour ça. Elle est partie. C'est elle qui a reçu la lettre. Mais les autres disent qu'ils ne savaient même pas qu'il a lâché SGS. Ils disent qu'ils ne savaient même pas que SGS, c'est bien ça, a écrit au gouvernement. Parce que quand même, il faut respecter. Je respecte mes ministres. Bon, il y a eu des choses, c'est vrai, mais c'est des ministres de qualité. Il y a eu certainement de choses. Comme j'ai eu à vous dire, je vais être honnête dans cette affaire-là. C'est vrai, il y a un certain désordre. Ben, ils auraient pu me dire, il y en a qui le disent, Monsieur le Président, vous étiez en brousse. Et nous étions pressés. Et nous étions pressés. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne dit pas qu'un GS a déjà écrit au ministre des Finances pour dire attention, moi je ne suis plus dans le coup. Ils me le disent. Quelle sanction vous voulez que je prenne? Aujourd'hui, Monsieur le Président, oui. Est-ce que les ponts sont définitivement rompus? Avec qui? Avec votre partenaire sur ce projet, ou alors il est possible que demain vous puissiez revoir la forme? Je viens de développement inclusif. Je l'ai toujours dit. Vous voyez, lorsqu'on a lancé ce partenariat, j'ai été déçu par son comportement. Que les ministres puissent décider de convoquer un citoyen avec un Premier ministre et qu'il ne se présente pas. Ce n'est pas citoyen comme comportement. C'est ça qui a compliqué les choses. Les scanners que vous avez achetés, où est-ce que vous avez acheté? À combien? L'origine, la marque? Pop, il se fâche. Il ne répond pas. Il balance le papier, il vous dit, c'est 27 milliards. Mais nous, on a fait des enquêtes. Ce truc ne dépasse pas 2-3 milliards, peut-être même des fois. On dit qu'il y en a qui disent que c'est une location. Il y en a qui disent, on ne sait même pas comment ça a été acquis. On ne sait pas. En tout cas, d'après les informations qui sont parvenues des concurrents. Donc, ça veut dire quoi? On lui a toujours dit, venez, un partenariat stratégique, public-privé. C'est pourquoi j'ai demandé, vous allez, si vous m'avez écouté, il y aura cette table ronde-là, où nous allons déterminer le cadre juridique, fiscal, judiciaire, qui préserve les intérêts des uns et des autres. Et que la discipline soit respectée. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'État puisse confier un service à un citoyen, n'est-ce pas? Et qui ne pense qu'à lui. Donc le problème, vous avez bien, c'est votre question, lui il pense à ses intérêts personnels, moi je pense à l'intérêt général. Voilà en fait la pierre d'achoppement. Et ce qu'il m'a dit, naturellement, ben, j'ai des acquis, c'est des acquis. J'ai dit, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. La question du coton, ça a été pareil aussi. J'ai dit, au même moment, si vous étiez à ma place, Malik, lorsque la filière coton, je viens de vous dire, chaque fois que nous améliorons notre performance cotonnière, la croissance économique augmente.